en direct à LCN. Évidemment, cette guerre au Moyen-Orient retient l'attention de notre joute des analystes. Et pour ce premier segment, un analyste s'ajoute aujourd'hui à notre trio, notre collègue fidèle de la joute, Luc Lavoie. Alors, bonsoir à tout le monde. C'est la terreur absolue en Israël, avec les répliques, le blocus complet, l'offensive terrestre qui se prépare. Il y a une crise humanitaire gravissime, Luc, qui se dessine là à Gaza. Bien, écoute, on sait maintenant que Israël semble sur le point de déclencher une opération terrestre. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la barbarie, un bain de sang, des bébés décapités et tout ce que vous voulez, on n'a rien vu encore. Parce que quand ils vont entrer là, étant donné la façon dont tout ça s'est bâti, la bande de Gaza, ça va être un carnage absolument incroyable. Ça va être intéressant de voir comment le monde va réagir. À l'heure actuelle, les gens dans le monde entier, ou à peu près, si on fait exception de l'Iran et de quelques autres, le monde entier se dit horrifié, et à juste titre, c'était d'une barbarie incroyable. Il y a beaucoup de Palestiniens, cela dit, dans cette bande de Gaza qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui sont des victimes aussi malgré eux, là, Paul. Oui, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Là. C'est 2,5 millions à peu près de Palestiniens confinés dans un territoire minuscule. On soulignait en fin de semaine, c'est l'endroit de la planète où la densité de la population est le plus élevée, dans des conditions de vie terribles, déjà avant que tout ça ne survienne. Mais il faut dire, Sophie, que la nature des événements, et plus le temps passe, plus on en découvre. On a bien sûr, parce que au fond, ça nous ramène aux exactions de la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs. Il y a eu ce qui s'est passé dans le désert, mais ça se déroule en 2023, à l'heure des réseaux sociaux où tout ça a été filmé. Et aujourd'hui, Israël a organisé une mini-tournée de journalistes étrangers indépendants, j'insiste là-dessus, pour se rendre dans certaines des localités, des kibboutz qui ont été l'objet de ces massacres. Il y a un endroit, Kfar Aza, où là, j'écoutais un journaliste français raconter, il a vu de ses yeux vus, une quarantaine d'enfants qui avaient été décapités, des femmes qui avaient été décapitées, un massacre terrible. Tout ça pour, évidemment, justifier éventuellement ce qu'Israël s'apprête à faire du côté de Gaza. Oui, ce qui fait dire Netanyahou, d'ailleurs, que c'est une barbarie sans nom. On n'a pas vu depuis la Shoah. Emmanuel, on a accouché d'une déclaration commune du G7 là, aujourd'hui, sans le Canada. Qu'est-ce que ça dit sur notre poids diplomatique, notre importance sur l'échiquier? Bien, ce que ça dit, c'est que le président Biden, à la recherche pour s'assurer que les alliés occidentaux d'Israël ne parlent que d'une voix et d'une voix forte, a choisi de contourner le G7. C'est ça qu'il faut en comprendre. Et qu'il a choisi davantage de s'en remettre à ses alliés européens qui font partie de ce qu'on appelle le groupe le Quint, là, donc l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Ce que ça dit, moi, c'est que ça vient confirmer, là, si on avait encore des illusions, là, que le Canada ne compte pas comme acteur dans ce conflit-là. Et il ne faut pas s'en surprendre. C'est pas un enjeu qui a intéressé M. Trudeau. Il n'y a pas mis les pieds en visite officielle une fois depuis 2015, si ce n'est pour aller aux funérailles de Shimon Peres là, pendant 36 heures. M. Trudeau a préféré axer sa politique étrangère sur d'autres choses et ce genre de joute complexe, multilatérale, c'est pas sa tasse de thé, puis on en voit les fruits aujourd'hui. Oui. Mario, il y a eu de multiples crises depuis le début du siècle dans le secteur. On va le voir sur le tableau que notre réalisateur va nous présenter. Là, c'est la première fois, cela dit, qu'Israël encaisse des pertes aussi importantes dans une offensive surprise là, qui a stupéfié tout le monde. On l'a dit, c'était un peu leur Pearl Harbor. Là. Il y aura un avant et un après 9 octobre. Ah, tout à fait. En fait, je pense que c'est plus de pertes qu'Israël en a subi dans le dernier demi-siècle, qu'ils ont subi en quelques jours. Dont des pertes, quand on dit pertes, c'est pas des soldats, là. C'est des gens qui dansaient dans un rave, c'est des civils, c'est des bébés, c'est des gens qui étaient dans des communes agricoles, dans des villages. Donc, c'est vraiment là des pertes humaines pour le pays extrêmement révoltante, extrêmement choquante. Alors, c'est sûr qu'il faut le faire, l'exercice de se demander, imaginez l'opinion publique, imaginez à quel point la population d'Israël, déjà qu'elle est frustrée que les services de renseignement aient complètement échoué à voir venir le coup, à pouvoir en avertir la population. Leurs services de renseignement, eux, ils se font dire qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. La population est choquée et déçue que les services de renseignement n'ont pas fait le travail. Alors maintenant, c'est certain qu'ils vont vouloir voir l'armée israélienne aller désarmer
complètement enlever toute possibilité d'action au Hamas. Mais je pense que c'est Luc qui décrivait bien tout à l'heure, dans un territoire comme celui-là, où tout est cordé, tout est tassé, où parfois le Hamas utilise des civils, des enfants comme boucliers, hein, là où ils ont des cibles militaires, ou là où ils ont des entrepôts. Ça risque d'être laid, là. Oui, avec tous les réseaux de tunnels aussi. Cela dit, Luc, on se questionne sur le rôle de l'Iran, hein, à l'heure actuelle, encore, dans cette offensive du Hamas. Téhéran a nié toute implication, évidemment, aujourd'hui, mais c'est pas ce qu'on dit des membres du Hamas et du Hezbollah à certains médias. Si on a éventuellement des preuves dans ce sens-là, ça commence à être périlleux. En effet, et je pense pas que ça aurait été possible d'avoir une offensive ou une attaque aussi bien coordonnée s'il n'y avait pas eu un soutien professionnel, financier, militaire. Et dépendant les médias que tu entends ou les commentateurs que tu entends ou les porte-paroles officiels, tout le monde reconnaît que l'Iran a quelque chose à voir. Jusqu'où ont-ils été? Le Wall Street Journal, il y a quelques jours, est allé aussi loin que de dire que le feu vert pour lancer l'attaque a été donné par Téhéran. Alors, s'il fallait qu'on en apprenne davantage, là, ça pourrait prendre une autre dimension, parce que l'Iran, c'est une superpuissance régionale. L'Iran, c'est aussi le Hezbollah qui est au Liban, c'est 150 000 soldats ultra entraînés. L'Iran, c'est aussi un pays qui a dans sa doctrine de base l'idée de faire disparaître l'État d'Israël. Voilà. L'éradication, carrément, d'Israël. Ouais. C'est bien qu'il faut surveiller au cours, évidemment, des prochaines heures, des prochains jours, là, est-ce qu'Israël va entrer dans Gaza. Mais l'autre chose à surveiller, que fera le Hezbollah, autant du Liban que ses troupes massées en Syrie. Il y a eu des envois de roquettes de ce côté-là aujourd'hui. Si jamais Hezbollah tente une action ou tente d'ouvrir un deuxième front au nord d'Israël, ça complique la situation pour Israël. Pardon, je vais vous entendre en terminant sur les manifestations. Évidemment, toute cette tension-là se déplace un petit peu partout dans le monde, notamment chez nous. On a vu ces manifestations, notamment pro-palestiniennes, là, qui a été dénoncée par les politiciens. Emmanuel, un mot là-dessus. Oui, parce que si ces gens-là vraiment sont préoccupés par la Palestine, c'est le pire moment choisi et imaginable. C'était des slogans anti-Israël, des slogans où on se célèbre du meurtre de civils. En même temps, je pense que c'est condamnable, c'est malheureux, mais ça reflète un courant de pensée qui existe dans la société et que dans le contexte du débat actuel sur cette guerre qui va déchirer Israël et Gaza et la région, on ne peut pas nier que c'est une réalité qui est là et qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, malgré tout, malgré notre horreur, malgré cette cruauté, cette barbarie, qui trouvent qu'Israël le méritait. Et ça va faire partie inévitablement du débat politique dans les mois et dans les jours et les semaines à suivre. En terminant, un dernier mot, Mario? Oui, mais, tu sais, voir des gens se réjouir de la mort de civils, de la mort d'enfants. Je veux dire, c'est comme... On n'est plus dans les affaires militaires ou politiques. On est à voir des gens là, qui ont perdu l'espèce de sens naturel de l'humanité qu'on espérait en toutes circonstances. Et je pense que c'est à ça que M. Trudeau, M. Legault ont réagi aussi. Là. Voilà. Restez avec nous, Luc. Merci beaucoup. Après la pause, on fait le point sur la politique québécoise. Une semaine importante pour le Parti libéral du Québec. On va y revenir dans un moment. Autrement dit, Cube Radio. Alexandre, tu me parles d'un record mondial. Record mondial battu, record mondial de circonstances aussi, Mario, alors qu'on s'enfonce de plus en plus dans le mois d'octobre. Toi, Mario, as-tu déjà participé, vécu des concours agricoles où on essaie de gagner des prix? Pas vraiment, non. Non, ben écoute, il y a des concours du genre qui existent et c'était le 50e concours annuel championnat international de citrouille, Mario. La plus grosse citrouille. La plus grosse citrouille. Ça se passe à Half Moon Bay, en Californie. Et là, on a amené, puis c'est ça qui est spécial, là. On amène d'un peu partout aux États-Unis et d'ailleurs, par camion, par bateau, parce que c'est compliqué à transporter, des citrouilles titanesques et on les pèse sur place pour voir si quelqu'un a bel et bien battu le record du monde. Record du monde fait par Travis Ginger qui vient du Minnesota et qui a amené une grosse citrouille de 2749 livres. Il n'y a pas de limite à grossir un fruit ou je sais pas. 2000 livres. Je sais même pas comment ça peut tenir, Mario, mais les images sont sensationnelles. C'est tellement grosse, là, ça prend une grue puis
un camion pour la déplacer. Tellement... Elle a été semée au printemps. Elle est revenue grosse comme ça dans une saison. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cet homme-là, le monsieur Ginger, c'est un gars qui est un professeur d'horticulture dans la vie en général, mais ça, il fait ça dans sa cour. Là. Pas dans un champ quelque part, dans son jardin. Mais il a dû mettre les bons ingrédients dans le sol. Là. Ben, il dit que cette année, il était particulièrement inspiré, qu'il a décidé de donner encore plus d'attention et d'affection à ses citrouilles, qui est allé les arroser jusqu'à 12 fois par jour, Mario, quand même, faut être dédié. Faut que t'arroses sûrement. Oui. Sûrement qu'il faut pas que tu laisses. Une fois que t'as une citrouille, tu laisses plus d'autres fleurs. Il faut que tu coupes toutes les autres fleurs ou les autres pour que toute l'énergie du plant se concentre sur aucune. Mais quand même, moi, je te dirais, une fois tout ça fait, là, t'arrives à une citrouille, mettons, de 25 livres, c'est déjà un exploit, non? C'est déjà un exploit. 2700! 2700, plus de fertilisants que d'habitude, plus de nourriture. Il dit, regardez, celui-là, j'ai donné beaucoup d'amour. Puis c'est ce qui est arrivé, là. Donc, on a battu le record précédent, qui datait de 2021, selon le guide des records Guinness. C'était 2702 livres. Et c'est un Italien qui avait fait pousser ça. On pense pas aux citrouilles, on pense à l'Italie, mais un Italien qui avait fait pousser cette citrouille-là. Donc, le championnat revient cette fois-ci aux États-Unis. On évalue, Mario, qu'avec cette citrouille-là, on pourrait produire 687 tartes à la citrouille. Tu vois, moi, c'est pas un fruit que j'affectionne particulièrement. Dire, ouais, vu que c'est pas tellement bon, c'est pas... En tout cas, cette citrouille-là a été nommée Michael Jordan. C'est le surnom qu'on a donné à cet énorme fruit-là. Et donc, va être exposé 30 000 $ quand même, en beau prix d'argent pour avoir gagné le concours la plus grosse citrouille au monde. Si tu la creuses pour l'Halloween, c'est plus une lampe que tu te fais, c'est une maison. Là. Ben, c'est ça, tu pourrais quasiment habiter dedans. Puis c'est ce qui fait, entre autres, que les enfants ont adoré cette énorme citrouille, se faire prendre en photo à côté. Merci, Alex. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On poursuit notre joute des analystes. Scène politique québécoise, cette fois. Ça devait être une semaine importante pour le PLQ, mais on parle plutôt du sort du seul candidat potentiel à la chefferie, un chef intérimaire qui a demandé qu'il quitte le caucus, cet homme, le temps de faire la lumière sur les allégations qui le touchent. On voit sa réaction, M. Beauchemin, là, qui prend acte et sur dont on voit la déclaration de Marc Tanguay qui voulait donc qu'il quitte Fred Beauchemin, le caucus. Réaction donc de M. Beauchemin qui prend acte, donc ça ne change rien au fait qu'il va continuer à donner toute son énergie à la relance du parti. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de l'exclusion de Fred Beauchemin, Emmanuel? Que c'est une situation qui plaçait le Parti libéral dans une position très, très délicate, mais qu'à partir du moment où M. Beauchemin s'est mis à donner des entrevues et aller un peu régler ses comptes avec la plaignante sur la place publique, ça devenait très, très difficile. Ça exigeait une réaction forte du chef Marc Tanguay. Et on est quand même dans une culture où on est supposé croire les plaignantes. Il faut faire la lumière sur ces allégations. Et c'est un peu une nouvelle tradition qui s'est imposée que quand quelqu'un fait face à de telles accusations, il se retire le temps que l'enquête soit faite. Je pense que le fait que M. Beauchemin soit monté au front avec tant de vigueur et de mépris là, à l'égard de l'accusation a un peu scellé son sort. Ouais. Mario, là-dessus? Ben, moi, je pense que le parti est un peu comme une poule pas de tête. Là. Je veux dire, le chef avait rien fait au départ. Là, finalement, en rattrapage, il en fait peut-être trop. La plainte n'est même pas encore retenue par l'Assemblée nationale. On n'est même pas encore sûr que c'est assez sérieux pour avoir un processus d'enquête. Moi, je sais pas. Écoutez, c'est pas mineur, là. Hein? Le Parti libéral, puis on nous préparait, nous, les médias, vous allez voir, ça va être la semaine du Parti libéral, parce que en fin de semaine, ils ont un conseil général à Drummondville. C'est là qu'ils doivent relancer le parti, mettre en place un peu les bases de la course à la chefferie. Mais avant ça, le comité d'André Pratt, là, sur la relance du parti, une nouvelle philosophie de parti, on doit avoir réécrit ça. Là, André Pratt tenait la plume. Ils ont fait le tour du Québec des assemblées. Alors là, la semaine du Parti libéral, ben déjà, ils sont pas chanceux avec la guerre, là, qui occupe bien de la place dans l'actualité, puis ils mettent dehors le seul candidat intéressé par la chefferie 3 jours avant. Ouais. C'est sérieusement, là, c'est vraiment terrible. Et Paul, ça intervient après la dégelée dans Jean Talon. Tout ça survient au moment où le Parti libéral est pathétiquement
en difficulté et s'enfonce encore un peu plus. On verra, mais il faut rappeler, ça vient de la présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec, qui aussi était employée du caucus libéral. Oui. Déjà là, il y a un problème. Mais en même temps, ça vient de l'interne. C'est pas un adversaire ou un adversaire, ça vient de l'interne au Parti libéral. Mario parle d'un parti, une poule pas de tête. Moi, je dirais que ça ressemble plus à un parc d'auto-tamponneuses. Et qu'est-ce que ça fait, des auto-tamponneuses? Ça se rentre dedans. C'est ce qui se produit sans arrêt au Parti libéral. Ouais, l'image est forte. Emmanuel, même s'il est blanchi éventuellement, M. Beauchemin, est-ce que on peut considérer que c'est fini la course pour lui, là? Bien, il faut voir comment cette histoire va se solder, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 plaintes. Il y en a une au Parti libéral, il y en a une à l'Assemblée nationale. S'il est blanchi comment? Moi, je suis pas prête à dire que c'est fini pour lui, mais je suis pas prête à dire non plus que s'il est blanchi, sa réputation est refaite, parce que vraiment, dans sa réaction, il s'est aussi aliéné bien des gens au sein du Parti libéral, et ça, je pense que ça n'a pas aidé. Oui. Vous en pensez quoi, Mario? Fini? Ben, il s'est endommagé, c'est sûr. Mais tu sais, c'est parce que là, on est dans une course, pas de course. Tu sais, c'est ça le drame. On est dans une course, il n'y a pas de course, ça part pas. Puis il y avait un qui avait levé le petit doigt, dirait je serais peut-être intéressé. Puis là, on lui a tapé dessus. Tu sais, l'image que ça donne pour le public, c'est vraiment triste. Mario est Pas en feu, une poule, seconde. pas de tête, puis course, pas de course aujourd'hui. C'est quoi le dicton, là? Si tu veux tuer ton chien, tu dis ou tu fais croire qu'il a la rage. Ça va être très, très difficile pour M. Beauchemin dans la réalité politique de 2023. Merci à vous trois. À demain. Merci. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.